Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Mon nom, c'est Michel Drapeau. Je suis coordonnatrice à la programmation et au développement chez Exmiro Art Public. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui la seconde rencontre dans une série de 3 midi-conférences qui sont présentées dans le cadre de Passage insolite, notre événement. Nous avons éprouvé quelques soucis techniques pour la diffusion en direct de la conférence sur Facebook, mais pas de souci, nous allons pouvoir poursuivre la conférence sur Zoom. Ma collègue aux communications est en train justement de faire l'annonce sur l'événement Facebook et qui va inviter ceux et celles qui ne l'auraient pas déjà fait à nous rejoindre sur la rencontre Zoom pour cette conférence. Je vous rassure que la conférence va être enregistrée et que nous la diffuserons par la suite. Donc, ce sera accessible pour visionnement, même suite à la conférence. Alors, voilà, comme je le mentionnais, c'est la seconde d'une série de 3 conférences que nous présentons cette année dans la programmation de Passage insolite, notre événement en art public. Ces 3 rencontres sont destinées à vous faire découvrir quelques initiatives internationales de la programmation cette année. Et voilà, aujourd'hui, pour cette conférence qu'on a nommée « Mettre la ville en jeu », nous recevons Pascal Lebrun-Cordier, qui est urbaniste culturel et directeur artistique, responsable du Master Projet culturel dans l'espace public. Et c'est un programme voilà, de l'École des arts de la Sorbonne à Paris. Il sera accompagné des propos de l'anthropologue urbaine et fondatrice du cabinet B-Fluide, Sonia Lavadino. Et en se basant en fait sur la notion de la ville relationnelle, les intervenants aujourd'hui vont nous proposer une réflexion sur comment nous pouvons mettre la ville en jeu, la ludifier, en y associant notamment les artistes et les enfants. Il va y avoir également une intervention du directeur général et artistique chez Exmiro Art Public, Vincent Roy, qui pourra nous montrer quelques exemples en fait d'installation de notre événement Passage insolite qui ont justement créé ces occasions de mettre la ville en jeu. Cette réflexion que nous avons aujourd'hui, c'est l'amorce d'un projet d'échange et de co-création qui verra le jour en 2022 avec des étudiants à la maîtrise en arts visuels de l'Université Laval et des étudiants du Master Projet culturel dans l'espace public à l'École des arts de la Sorbonne à Paris. C'est un projet qui est soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Alors, la conférence, comme je l'ai dit, sera enregistrée et demeure accessible à la suite. Nous allons nous assurer de la diffuser sur nos réseaux. Et si vous avez des questions durant la présentation, nous vous invitons à les écrire dans la conversation de la réunion Zoom et nous allons nous assurer de réserver quelques minutes à la suite de la présentation pour y répondre. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Pascal Lebrun-Cordier. Merci Michel, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vous parle depuis Paris, je suis au cœur de Paris, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement. L'Académie du climat, c'est là où je suis présentement installé, il est 18h10 à Paris et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vais introduire effectivement cette présentation qui s'intitule « Mettre la ville en jeu ». Faire la ville avec les artistes et avec les enfants, présentation que je vais vous proposer avec Sonia Lavadino. Un petit mot de présentation de Sonia Lavadino qui en fait a enregistré hier avec moi son intervention. Elle ne pouvait pas être disponible maintenant. Sonia Lavadino est anthropologue urbaine et géographe. Elle a fondé un cabinet de conseil qui s'appelle B-Fluide. Elle est installée en Suisse, mais elle travaille dans de très nombreux pays en Europe et dans le monde. C'est une grande spécialiste de la marchabilité. C'est aussi une chercheuse. Elle a été pendant longtemps associée à l'École polytechnique de Lausanne. Et voilà, Sonia Lavadino travaille sur ces questions de transformation de la ville, de transformation des usages auprès de nombreuses villes. Elle publie également, et vous pourrez trouver ces nombreuses publications mentionnées sur son site bfluide.com. J'en ai présenté 2 ici. Un article sur les supermanzanas, les trames urbaines, on appelle ainsi, et qu'elle développe avec de nombreuses villes.
un autre texte sur le partage de l'espace public, qui fait écho d'ailleurs à plusieurs des idées qu'elle va développer tout à l'heure. Une autre publication dans la revue Urbanisme, un numéro qu'il a dit il y a quelques mois. C'est un article en fait, que j'ai eu le plaisir de co-signer avec elle et avec Yves Ouinquin, qui est anthropologue, sociologue, sur la ville relationnelle, précisément la notion que Sonia Lavadino va présenter dans quelques instants. Pour ma part, donc j'ai plusieurs activités. Je suis enseignant associé, professeur associé à l'École des Arts de la Sorbonne à Paris 1, responsable du master projet culturel dans l'espace public. Et puis, parallèlement à cette activité universitaire, je mène des projets avec des collectivités territoriales, avec des artistes, des associations, en tant que directeur artistique ou urbaniste culturel. Voilà quelques-unes des villes, des collectivités territoriales avec lesquelles j'ai eu l'occasion, le plaisir de travailler ces dernières années. Et puis, je me suis aussi occupé pendant 2 ans de la revue Klaxon, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Sur mon Tumblr, vous pouvez trouver mes publications et mes activités assez facilement. J'en ai mis 3 en exergue ici. La revue Klaxon, les artistes dans la fabrique urbaine. Je vais faire référence à de nombreux projets qui sont développés dans ce numéro 11 de la revue Klaxon. C'est une revue qui est téléchargeable en PDF gratuitement sur le site du CIFAS, cifas.be en Belgique. Ensuite, la revue L'Observatoire, la revue des politiques culturelles, un article qui s'intitule « Œuvrer pour une ville sensible » et puis sur le même thème, dans un ouvrage « Fabrique de la ville, fabrique de culture », également un texte sur la ville sensible. Alors voilà le plan de la conférence de ce soir, 3 parties. La première partie sur ce que l'on veut mettre en jeu dans la ville. Quel est l'enjeu, quels sont les enjeux de la ville aujourd'hui? Eh bien, pour Sonia Lavadino et pour moi-même, et pour Yves Ouinquin également, puisque nous sommes en train de préparer un livre sur ce sujet, ce que nous souhaitons mettre en jeu, c'est la ville relationnelle, et Sonia, dans quelques instants, va présenter 7 figures de la ville relationnelle. La deuxième partie de cette conférence portera sur des projets précis de jeux dans la ville. Et le « dans » est en italique. Vous allez voir l'importance de cette italique, car il s'agit bien effectivement d'intégrer les jeux dans la trame urbaine. Je vous présenterai plusieurs exemples à Nantes, à Copenhague, et Vincent Roy nous donnera aussi des exemples de projets artistiques qui mettent en jeu le jeu dans la ville. Et enfin, Sonia Lavadino reviendra sur cette notion de ludification d'espace public. La dernière partie de cette conférence sera sur le faire, comment faire la ville avec les enfants et avec les artistes. Et là encore, plusieurs exemples seront évoqués par Sonia Lavadino, Genève, Dijon et Orzières en Suisse. Et pour ma part, je terminerai cette conférence en vous parlant d'un projet que nous menons actuellement à Nanterre, dans la banlieue de Paris, avec les étudiants du master projet culturel dans l'espace public, où tout ce que l'on va évoquer dans cette conférence est au cœur de nos préoccupations. Première partie, donc, mettre la ville en jeu, la ville relationnelle et ses 7 figures. J'ai donc enregistré, comme je vous le disais, Sonia Lavadino hier, et je lui ai demandé précisément de développer cette notion de ville relationnelle qui est, pour nous, ce que nous devons activer, ce que nous devons mettre en jeu dans la ville aujourd'hui. Nous allons l'écouter. On n'entend pas le son. Alors, vous n'entendez pas le son, me dit-on. Donc, je vais tout de suite relancer cet entretien. Résolvons ce problème du son. Hop. Alors pour moi, c'est clairement la ville relationnelle qu'il s'agit de mettre en jeu, hein, contrairement à tout le siècle dernier où nous étions dans l'idée de plutôt mettre en avant la ville fonctionnelle. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est vraiment la ville des liens, la ville des relations, la ville des interactions, la ville des humains et de la façon dont ils se connectent entre eux qui me semble être la plus pertinente, la plus intéressante et la plus vivante aussi à mettre en jeu. Et donc, cette ville relationnelle est relationnelle
qui, pour moi, est très importante, parce que ces 3 modes de rentrer en relation sont tout aussi importants que les uns que les autres, qui sont être en relation avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, dans un bien-être d'abord avec nous-mêmes, puis la relation aux autres, les proches, les lointains, les intermédiaires, si je peux dire, donc toutes les personnes qui de près ou de loin nous touchent à nos vies, font que nos vies sont plus riches, sont plus intéressantes, sont plus enthousiasmantes, et aussi, bien sûr, et peut-être avant tout aujourd'hui, la relation à la nature, la relation au vivant, la relation aux oiseaux, aux champs, à l'eau, aux arbres, toutes ces présences du vivant qui est plus grand que nous en ville, ça me semble être aussi une dimension relationnelle qui est totalement indispensable aujourd'hui et qu'il faut vraiment mettre au front. Donc, dans le cadre de cette ville relationnelle, nous avons pu opérationnaliser ça avec cette idée des 7 figures de ville. Tu veux peut-être que j'explicite un petit peu ces 7 figures. Donc, très rapidement, il y a évidemment la première figure, celle que nous connaissons tous, la ville de la rencontre, c'est la figure classique, la ville finalement qu'on rencontre tous les jours dans les centres-villes, celle qui nous offre les commerces, les terrasses, vraiment le sens premier de la convergence des êtres humains. Ça, c'est une ville qui est à la fois très présente et très classique, mais on a vu aussi à quel point elle était fragile parfois, hein, avec la crise pandémique que nous avons vécue. La deuxième ville qui est pour moi très importante, cette décennie-ci particulièrement, est cette ville du dehors, qui est la ville justement qui nous connecte avec la nature, avec le vivant, avec l'eau, avec la forêt, tous ces éléments qui sont plus grands que nous finalement, de notre environnement en ville. La troisième ville, on va évidemment y revenir plus tard, donc je passerai rapidement là maintenant, c'est la ville amie des familles, amie des enfants, amie de toutes les générations, la ville ludique par excellence, c'est vraiment la ville aussi conçue de plus en plus d'une façon intergénérationnelle. Ça, je pense que c'est une ville aujourd'hui qui prend vraiment de l'ampleur, avec raison, parce que c'est aussi, il faut le dire, le premier siècle dans lequel nous avons toutes ces générations qui sont vivantes ensemble sous le même toit en ville. La première fois que nous connaissons nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont encore vivants lorsque nous-mêmes nous sommes nés. La quatrième ville, c'est la ville du tiers et du faire solidaire. C'est une ville qui s'appuie beaucoup sur la ville de la friche, la ville de la jachère. C'est une ville qui est très artistique, mais plutôt d'une façon, on va dire, qui met à son cœur l'action collective, l'action spontanée aussi, une action informelle qui occupe d'ailleurs des espaces informels et des espaces en friche très souvent dans les villes. C'est une ville particulièrement importante parce qu'elle innove. Elle est en fait au cœur de l'innovation urbaine, de l'innovation artistique, des nouvelles façons de vivre. Donc, elle a beau être petite en mètres carrés, elle est extrêmement importante en fait, que c'est toujours elle qui met en avant la ville du futur. Et la cinquième ville, c'est la ville de la surprise, qui est la ville des artistes, mais peut-être d'une façon plus, on va dire, officielle, c'est-à-dire plus sponsorisée, plus accompagnée par la collectivité. C'est une ville aussi de marketing territorial, une ville qui sait se rendre attractive par la présence de l'art en ville et qui met également à disposition du temps, de l'argent, des ressources pour faire de l'art un vrai levier de son attractivité. La ville comestible, qui est la sixième ville, est une ville qui me tient particulièrement à cœur, qui est vraiment une ville qui est aujourd'hui très, très présente, de plus en plus, qui est encore peut-être petite dans certaines villes, encore un peu en bourgeon, mais on sent à quel point c'est une ville qui prend le relais de la ville de la rencontre avec des nouvelles formes de commensalité. Je pense que c'est une ville extrêmement intéressante qui offre beaucoup de potentiel aussi pour qu'on se connecte mieux à la nature, avec une nature productive qui serait de l'ordre des circuits courts, de l'autoproduction, de quelque chose qui nous fait connaître la ville nourricière au plus près, je dirais, de notre propre façon de rentrer en contact avec les autres. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelée la ville nourricière, commensale et comestible à la fois. Et puis, finalement, la septième ville, qui est pour moi une ville très transversale, qui en fait
permet s'interpénètre avec toutes les autres villes. C'est la ville du temps libre, la ville de la nuit, du week-end. C'est la ville qui vraiment retrace nos pas relationnels au sens que chaque fois que nous avons une petite opportunité pour disponibiliser du temps pour entrer en relation avec les autres, c'est la ville de ces temps-là. C'est la ville qui met en valeur ces moments libres que nous avons dans nos vies, dans nos semaines. Et c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur aussi parce qu'elle est très souvent la négligée, la parent pauvre, si on peut dire, des politiques publiques. Et donc, je trouve que c'est vraiment une ville à mettre en avant, bien entendu. Mais toutes les 7 figures de ville sont des figures de ville à mettre en avant. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement rentrer dans celle de la ville ludique, la ville intergénérationnelle, amie des familles. Alors, avant que l'on enchaîne, effectivement, je voulais faire 3 petites remarques. La première, c'est que ces différentes villes que tu nous as présentées, ces 7 villes, pour bien comprendre, elles sont dans la ville. C'est-à-dire que ce sont des facettes que l'on retrouve dans pratiquement toutes nos villes. Ça, c'était la première remarque. On comprenne bien, finalement, qu'il s'agit d'une sorte d'emboîtement et que toutes ces villes sont dans chacune de nos villes. La deuxième remarque, c'était pour dire que les artistes, dont nous allons beaucoup parler dans cette rencontre, comme les enfants d'ailleurs, sont présents dans toutes ces villes. Même s'il y a un focus sur les enfants dans la ville Amis des familles, Amis des enfants dont tu as parlé, et un focus sur les artistes dans la ville de la surprise, en vérité, pour revenir simplement sur l'action artistique, l'intervention artistique, elle permet de déployer chacune de ces 7 villes. Et la troisième remarque, c'était pour insister, peut-être que tu peux nous dire encore un mot sur ce point, le fait qu'il s'agit là vraiment d'un changement de paradigme, de la ville fonctionnelle dont nous avons hérité vers la ville relationnelle que nous cherchons à développer. Il y a un changement de paradigme qui est déjà engagé, qui est déjà amorcé ici ou là. Peut-être tu peux nous dire un mot sur l'importance de ce changement de vision, de concept de ce qu'est la ville. Oui, c'est clair qu'il est déjà engagé. Ça fait déjà, je pense, depuis le début du siècle, voire même pour certaines villes, quelque chose qui s'est produit plutôt à la fin du siècle dernier, mais qui s'accélère vraiment très fortement et qui aussi, avec la pandémie, a pris une autre tournure, beaucoup plus peut-être systémique et systématique, si je peux dire. Et donc, c'est à ce titre-là que ça nous a intéressé d'aussi donner corps, je dirais, à ce framework, à cette façon de voir, de systématiser cette approche de la ville relationnelle aujourd'hui, précisément parce qu'elle tend aujourd'hui à prendre plus de force. En tout cas, on se rend compte à quel point on ne peut pas s'en passer. Je pense que cette ville a l'avantage de mettre en avant vraiment l'humain au cœur des écosystèmes et des systèmes de fonctionnement urbain. Donc ça, je pense que c'est un premier point qui est pour moi essentiel et qui se distingue en effet de la façon précédente de faire, qui était toujours dans des échelles, notamment les échelles de mobilité ou d'usage d'espace public ou même de politique de valorisation d'attractivité qui était toujours plutôt ancrée dans un paradigme du toujours plus vite, toujours plus loin, toujours aller chercher une attractivité plus à l'extérieur de nous-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus renoué avec des dynamiques de proximité, des dynamiques de l'être ensemble, mais dans un sens qui, sans pour autant se fermer à l'extérieur, mais qui sait relever l'importance de l'ici et du maintenant, l'importance du proche, l'importance d'arriver à renouer avec des liens forts, des liens de voisinage, et que les liens faibles puissent aussi devenir des liens plus forts. Ça, je crois que c'est ça que je retiens, moi, de cette politique des liens, si on peut appeler ça comme ça, plutôt que simplement une politique des lieux ou une politique de la vitesse. On est bien là dans quelque chose qui essaye de relier par ce que nous avons de commun et par nos coprésences, plutôt que de forcément toujours établir des connexions qui, elles, sont toujours basées sur des choses qui nous distancient, on va dire, d'essayer de vaincre les distances. Finalement, c'est plus une idée de ramener, si je peux dire, à nos propres prés, à nos propres éléments de bonheur au plus près de là où nous sommes nous, et de faire aussi prendre conscience d'à quel point nous avons vraiment tous les atouts, les premiers atouts étant tout simplement les personnes qui nous entourent, quelle que soit leur génération. Je pense que là-dessus, ce qui
qui, moi, je trouve le plus intéressant, notamment par rapport à cette ville intergénérationnelle, c'est à quel point la ville relationnelle donne beaucoup d'empowerment aux personnes pour qu'elles trouvent elles-mêmes les façons dont elles veulent créer du lien. Et ça, c'est un leitmotiv qu'on retrouve dans toutes les figures, les 7 figures de ville. C'est à quel point on essaye de mettre au cœur 2 notions que je trouve, moi, très importantes, qui sont la notion d'autonomie et la notion d'un mot qui est difficile à traduire en français, qui est agency, qui est la capacité d'agir. Et je trouve que c'est aussi autour de ça que nous pourrons en tout cas un peu aborder la question, qui est vraiment de donner ce rôle aux personnes, qu'elles soient elles-mêmes actrices de leur destin urbain. Alors, très bien. Je vais maintenant, moi, présenter un certain nombre de projets artistiques et culturels qui contribuent à faire advenir le jeu dans l'espace public, mais le jeu, justement, ayant pour finalité de développer du lien, de la relation, comme tu viens de le dire. Et on va te retrouver dans quelques minutes pour parler de la ville ludifiée. À tout de suite, Sonia. Alors, c'est bien étrange d'être présent avec vous maintenant et de diffuser ce film enregistré hier, d'avoir donc une double présence. Mais je vais donc prendre le relais de moi-même avant de redonner la parole à Sonia Lavazigno. Et comme je viens de l'annoncer, vous parler de quelques exemples qui permettent de mettre la ville en jeu et de mettre en jeu cette ville relationnelle dont Sonia vient de vous parler, cette ville qui met la relation à soi, aux autres et au monde au cœur de ses aménagements, au cœur de ses ambiances. Et pour mettre en jeu la ville relationnelle, nous pensons que les artistes sont des alliés précieux. Nous pensons que les stratégies poétiques, que le design des objets inventés par les artistes, des dispositifs inventés par les artistes sont utiles pour activer cette ville de la relation. Et donc, je vais vous présenter plusieurs projets qui sont souvent conçus par des artistes, parfois aussi par des agences d'architectes, et notamment, précisément, des playgrounds, des espaces de jeu, mais des playgrounds décalés. C'est ce que nous allons maintenant voir à Nantes, à Copenhague, ensuite à Québec avec Vincent, et après nous parlerons de la ville relationnelle. Alors, pour vous qui êtes au Québec, je ne sais pas si Nantes est une ville que vous situez sur l'Hexagone. C'est une ville qui se trouve donc dans la partie ouest du pays, entre la Bretagne et les Pays de la Loire. Alors, certains disent que c'est déjà la Bretagne. Ce sont des débats infinis que nous avons en France depuis des décennies. En tout cas, cette ville de Nantes, elle est dans l'estuaire de la Loire. Et c'est une ville qui a développé depuis une quinzaine d'années un programme d'art dans l'espace public extrêmement ambitieux, porté par Jean Blaise, un programme d'art dans le paysage d'abord, entre Nantes et Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Loire, et puis depuis quelques années, dans le cœur même de la ville de Nantes. Ce programme s'appelle le Voyage à Nantes. Et dans le cadre du Voyage à Nantes, donc ce sont des œuvres d'art pérennes ou temporaires dans l'espace public, il y a de nombreux espaces de jeu, et notamment celui que vous avez à l'écran maintenant, qui s'appelle Fateball. C'est un terrain qui est en pente et qui est en forme de croissant au cœur de la ville de Nantes. Un terrain un peu compliqué pour faire un projet artistique, mais l'agence Barré Lambeau a imaginé un projet qui allait s'inscrire dans ces conditions un peu particulières de ce terrain, en pente et en forme de croissant, pour faire un terrain de football. Alors, comme ça s'appelle le quartier Fedo, ils ont nommé ce projet Fateball. Et ce terrain, il voit, comment dire, l'espace de jeu se courber. Vous apercevez dans la photo à gauche les 2 buts, qui sont donc non pas en face à face, mais côte à côte, à quelques 15 ou 20 mètres d'écart. Et les joueurs s'adaptent à la déclivité du terrain et à cette forme un peu surprenante. Et ils jouent, et ils prennent du plaisir à jouer au foot dans ces conditions un peu particulières. Il y a un endroit où le terrain est rectangulaire, c'est dans le miroir convexe que vous voyez ici à droite du tableau, qui a été posé au centre du terrain. Et quand vous regardez le miroir, eh bien, le terrain est à nouveau rectangulaire. Ce qui est intéressant avec cette installation, c'est qu'il y a une valeur d'usage. L'œuvre active est activable, on peut jouer, et elle active évidemment la relation par le jeu, qui est quand même une des modalités d'entrer en relation avec les autres les plus agréables et les plus universelles. À quelques kilomètres de là, sur l'île de Nantes, Laurent Perbos a installé, a imaginé des tables de ping-pong absolument invraisemblables. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis 3 ici.
Leur forme rend la pratique du ping-pong compliquée, mais ne l'empêche pas. Voilà un deuxième exemple qui nous invite à jouer avec le jeu, à décaler les règles du jeu et là aussi à rencontrer des voisins, à rencontrer des passants, à sociabiliser, si on le souhaite, avec les uns ou les autres. Au même endroit, à quelques centaines de mètres, sur l'île de Nantes, se trouve l'arbre à basket. L'arbre à basket, ce sont des panneaux de basket qui sont simplement attachés aux branches d'un arbre en métal. Donc là encore, un objet complètement fonctionnel qui favorise l'échange et la rencontre tout en permettant le jeu sportif dans les règles de l'art. Encore à Nantes, le dragon de l'artiste japonais Kinya Maruyama, c'est un grand dragon dans lequel un toboggan a été installé. Les enfants peuvent le parcourir, il y a tout un cheminement, des escaliers, donc ils rentrent dans la gorge, dans le corps du dragon, ils peuvent en sortir aussi à la fin et puis s'amuser, se cacher, ne pas être vus des parents, ça c'est quelque chose de très important dans le jeu, ne pas être sous le regard des parents, ne pas être dans le contrôle des parents. Et c'est aussi un objet urbain de grande taille, en bois, qui fait surgir un imaginaire surréaliste, un imaginaire impressionnant au cœur de la ville. Voilà, une installation entre la sculpture et le jeu qui, là encore, favorise l'aventure, la rencontre et l'échange. Alors, à quelques 60 km de Nantes, à peu près, il y a Saint-Nazaire. J'ai cité la ville tout à l'heure de Saint-Nazaire, et ce n'est pas tout à fait un jeu, mais c'est une installation artistique qui nous invite à jouer avec le paysage, à jouer avec la perception, à jouer les uns avec les autres aussi. C'est la suite de triangles de Felice Varini, un artiste qui pratique l'anamorphose, c'est-à-dire qu'il a posé des triangles dans le paysage. Certains sont à quelques 10 mètres de vous, d'autres sont à 200 ou 300 mètres, collés sur des architectures industrielles de la zone portuaire de la ville de Saint-Nazaire. Et certaines surfaces sont peintes en rouge, d'autres en blanc. Et l'anamorphose, comme vous le savez, c'est ce jeu d'optique, ce jeu de perspective qui fait qu'à un endroit précis, vous voyez une image se composer correctement telle que l'artiste l'a voulu. Cet endroit unique, il est installé comment dire, très, très précisément pour que l'image se compose de cette manière-là. Vous êtes à 10 cm à droite ou à gauche ou derrière ou devant et vous ne voyez plus cet ordonnancement géométrique, vous voyez simplement un chaos de signes, un chaos de forme. On est dans un rapport ludique à la ville, on cherche ce bon point de vue et on regarde aussi un paysage qui n'est pas forcément admiré, qui n'est pas forcément regardé, qui est la zone portuaire de Saint-Nazaire, un paysage industriel voilà, qui n'est pas spontanément le point de vue qu'on aurait adopté, puisque derrière, on a l'océan, et c'est généralement plutôt ce qu'on va chercher à voir. Donc, mettre la ville en jeu, c'est aussi nous inviter à la regarder autrement et à jouer avec la perception. Dans le Jardin des Plantes de Nantes, devant la gare, vous avez ce banc de Claude Ponty, l'illustrateur, mais il y a aussi beaucoup d'autres bancs, je ne les ai pas montrés à l'image, mais là encore, qui nous montrent comment un objet du vocabulaire urbain tout à fait ordinaire peut être métamorphosé et introduire du surréalisme, de la surprise, du plaisir dans la ville. Un petit détour par New York avec Jeff Hein, avec ses Modified Social Benches, ce sont des bancs qui suggèrent des postures pour le corps, des postures pour l'échange avec les autres, des postures d'observation également du paysage. Ce sont des bancs modifiés qui ont une valeur d'usage, mais qui là encore introduisent un rapport ludique aux autres, à soi-même et au monde. Je reviens à Nantes avec une œuvre qui a été proposée cet été au cœur de la ville, sur la place Gralin, devant le théâtre de Nantes, l'Opéra-Théâtre de Nantes. C'est par l'agence Titan Versus, une grande piste de roller derby. On pouvait emprunter des rollers et puis patiner sur cette surface temporairement installée sur cette place. Donc là encore, le jeu au cœur de la ville, des occasions d'échange, de rencontres, de plaisir. Cette œuvre va être réinstallée sur l'île de Nantes dans quelques mois. Vous avez une autre image avec le théâtre Gralin en arrière-plan. Jean Blaise, le directeur artistique du Voyage à Nantes, aime à dire qu'il faut l'art et l'aménagement de la ville. Il dit, comme vous le lisez sur l'écran, dans ce dialogue entre les deux, on voit respirer une ville, on voit vivre une ville avec son humour et son intelligence. Voilà, il aurait pu ajouter aussi avec le plaisir du jeu, puisque c'est le focus que j'avais choisi de développer avec ces différentes images. Je voudrais vous présenter 2-3 exemples maintenant à Copenhague.
au Danemark, donc dans un quartier qui s'appelle Nordbro, un quartier de Copenhague où vivent environ 70 000 personnes, dont beaucoup sont issus de l'immigration, un des derniers quartiers ouvriers et populaires de Copenhague, en voie de gentrification accélérée ces dernières années. Et ce petit quartier est aujourd'hui une destination pour beaucoup de touristes, beaucoup de jeunes. Il a pris un petit côté hipster ces dernières années. Mais ce n'était pas le cas au tout départ. Il y avait notamment un grand terrain vague de plus d'1 kilomètre de long sur une friche ferroviaire désaffectée depuis des décennies qui traversait le tissu urbain à la manière d'une grande cicatrice. Et c'est sur cette grande cicatrice qu'une opération urbaine paysagère a été lancée en 2008 pour faire un super coin de ce quartier, ce qui va se dire Superkillen, à l'initiative donc de la ville de Copenhague. Donc une agence artistique, un collectif artistique qui s'appelle Superflex, avec une agence d'archi, l'agence Big et une agence de paysagistes, Topotech, ont transformé cette friche urbaine, cette friche ferroviaire. Pour ça, 3 zones ont été dessinées, une zone rouge, une zone plutôt centrale, plutôt noire, vous le voyez dans le plan à droite, et une zone verte pour finir. 3 ambiances urbaines, 3 enjeux aussi urbains différents, 3 usages différents qui ont été favorisés. Et si je vous présente Superkillen à Copenhague, qui est un quartier, une opération urbaine assez connue dans le monde de l'aménagement, c'est parce que précisément, elle est assez exceptionnelle, assez inspirante. Là, vous voyez une image de la partie rouge où des objets ont été posés à différents endroits sur ces revêtements rouges ou violets, ou framboises, ou cassis, etc. Ces différents objets viennent en fait de différentes parties du monde, puisque le parti pris de l'agence Superflex, ça a été de demander aux habitants du quartier dites-nous quel objet d'un pays que vous avez visité vous aimeriez voir ici à Superkillen, à Nordbro. Et dans cette opération de participation directe, eh bien, des dizaines d'objets ont été recueillis de par le monde, venus de très nombreux pays, des balançoires venus d'Irak, des bancs du Brésil, une fontaine du Maroc, des corbeilles d'Angleterre, un ring de boxe de Thaïlande, un calamar noir qu'on va voir tout à l'heure avec des toboggans venus du Japon, mais également un mur dédié au président chilien Salvador Allende, des enseignes lumineuses russes et chinoises, etc. etc. Donc, là, vous voyez le ring de boxe thaï. Donc là encore, ce sont des objets qui ont une valeur d'usage, qui sont souvent des objets invitants au jeu, ou en tout cas qui jouent avec la ville, avec les références culturelles, multiculturelles de ce quartier. Dans la partie centrale, qui est plutôt sombre, nous avons un relief et puis toutes ces lignes graphiques qui invitent à jouer évidemment en vélo, à pied, en trottinette. Ce sont des lignes qui dessinent une topographie extraordinaire. Il y a également des tables de jeux d'échecs, comme vous le voyez, qui ont été importées de Russie dans la partie centrale donc, de Superkillen. Et enfin, la fontaine du Maroc, qui est un des nombreux objets qui fait signe aux habitants du quartier issus du Maroc ou des pays du Maghreb. C'est aussi un quartier du coup multiculturel qui retrouve, on va dire, la diversité des origines, des nationalités ou des pays d'origine dans l'espace urbain, un quartier qui témoigne de la diversité et qui la célèbre d'une certaine façon. Et là, vous avez un jeu, ce calamar géant noir, qui est un jeu très étonnant, très intriguant, un espace de jeu plutôt, toboggan, cachette, avec des petites cabanes. Voilà pour Superkillen. Alors, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce quartier, à consulter la revue Klaxon. J'ai écrit un petit article et surtout fait une interview du directeur artistique de Superflex qui raconte le processus et qui l'analyse également. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la revue Klaxon, le numéro 11, est disponible gratuitement en ligne en téléchargement. Voilà pour ce quartier. Mais maintenant, je laisse la parole à Vincent Roy, qui va nous dire un mot de plusieurs projets qu'il a pu mettre en œuvre avec Passage Insolite à Québec, avec des artistes, des œuvres, des installations qui activent aussi la ville relationnelle. À toi, Vincent. Merci, Pascal. Merci de l'invitation aussi à participer à cette discussion. Pour ma part, je vais être un peu plus bref parce que je vois que le temps file, mais je voulais vous partager deux projets principaux là, pour un peu étayer mon propos. J'ai choisi un peu l'angle de la ludification de l'espace public, mais de la ludification en art aussi, parce que l'art peut être ludique, mais il y a un enjeu, il y a des risques à ce que l'art perde son sens aussi, ou son sens critique aussi. Puis,
le phénomène de la ludification de l'art est très intéressante, en tout cas pour nous, mais est-ce que ça va amener une perte de sens à quelque part, la perte du propos de l'artiste? Et on sent que, on l'a vécu dans plusieurs villes, qu'il y a des pressions même qui peuvent venir du politique pour ludifier. Les artistes, je pense, ne sont pas des êtres qui font des jeux nécessairement à la base. Et cette pression-là peut amener justement à enlever peut-être un peu de sens aux œuvres. Donc, je pointe un peu cet enjeu-là qu'il faut faire attention, dans le fond, dans la ludification de la ville. Je vais vous partager des images. Vous voyez ici, plus près de nous, c'est une œuvre de Benedetto Bufalino, un artiste français, pour faire le pont avec l'équipe française. C'est dans la programmation de Passages insolites cette année. Passages insolites, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un parcours d'œuvres d'art public présenté depuis 2014 par Exmuro et la Ville de Québec. Parcours cette année qui a une vingtaine d'artistes, groupes d'artistes invités, il y a 40 lieux différents dans la ville. Dans différents quartiers historiques, mais le quartier aussi dans le centre-ville. Puis, bon, je pointe cette œuvre-là qui s'appelle « Les voitures pelouses » de l'artiste, Benedetto Bufalino. Donc, c'est des voitures renversées à laquelle le moteur aurait été remplacé par du gazon, donc de la pelouse. À prime abord, la réaction du public, c'est beaucoup l'étonnement, déjà de voir une voiture à l'envers. Et après, c'est le sourire. C'est le sourire en coin, le côté insolite, justement. Donc, nous, dans notre idée de rendre l'art accessible, des fois par la ludification, des fois par juste le côté insolite, c'était vraiment l'insolite qu'on voulait viser. Cette espèce de ligne entre à l'œuvre qui fait sourire, mais là, qui fait réfléchir aussi. Cette œuvre-là, après une contemplation de quelques secondes, peut directement nous arriver à la réflexion de la critique environnementale, la critique de la voiture, de l'essence. Elle renvoie aussi à l'idée, peut-être à la fin de la voiture, en discutant avec l'artiste, ses intentions là-dedans, c'est de montrer un peu l'utilisation de la voiture dans un monde post-moderne ou peut-être même post-moderne, où est-ce que la voiture, dans le fond, l'ère de l'automobile va être disparue. Donc, c'est comment on va réutiliser tout ce parc de voitures. Donc, c'était dans l'intention de l'artiste. Donc, il n'y a pas seulement le côté, justement, ludique de la chose, il y a la critique aussi, ou pointer des enjeux, dans le fond, fondamentaux dans notre société. On la voit ici au début, c'est quelques jours après l'installation. La réaction des gens, pas sûr on peut s'embarquer dessus, il n'y a pas d'escalier, c'est pas dit nécessairement que c'est une œuvre qu'on peut interagir dessus, mais avec le temps, il s'est passé un phénomène, je pense que je ne sais pas si c'est propre à Québec, mais les gens sont assez respectueux des œuvres ou n'osent pas trop, des fois, interagir avec eux, mais plus ça allait dans l'été, plus on voyait que les gens commençaient à intervenir avec de façon un peu plus discrète, jusqu'à ce que, évidemment, les enfants se l'approprient d'une façon plus naturelle. Eux, dès qu'ils ont eu probablement la permission de leurs parents, tout de suite, oui, super, on va grimper dessus, on va s'amuser sur l'œuvre. Donc, l'œuvre est devenue une espèce un parc de jeu, un mini-parc dans des voitures renversées. Donc, il y a toute une symbolique là-dedans qui est assez intéressante. Puis, c'est rendu, vous voyez l'espèce d'usure qui s'est faite sur la pelouse. Ça a donné, plus ça allait dans l'été, plus ça donnait la permission aux gens. On voyait que les gens avaient monté dessus, donc on pouvait monter dessus. Et là, c'est rempli de monde à tous les jours. Les gens vraiment s'amusent beaucoup dans ces voitures. Donc, une ludification qui s'est faite progressivement, je dirais. L'œuvre de Benedetto Bufalino, rapidement, il a fait une série, ça c'est en France, mais il a fait une série sur les terrains de jeu. Mais en même temps, ce n'est pas que pour jouer, ce n'est pas que ludique, c'est vraiment pour poser des questions aussi ou faire des œuvres seulement surréelles ou carrément impossibles.
Donc, il en a fait plusieurs à différents endroits. Changer le jeu, justement, ajouter un côté incongru où on peut jouer encore, mais en même temps, c'est moins… donc, tu vois qu'il y a une intervention de l'artiste dans son œuvre, aussi des œuvres intérieures. Donc, un autre exemple qu'on a fait, c'est dans le cadre du projet qui s'appelle Humanorium, l'étrange fête foraine. Donc, c'est une fête foraine qui est en réalité une exposition en art contemporain très sérieuse, avec des enjeux très sérieux de traiter de l'être humain, mais sous la forme d'une fête foraine. Donc déjà, la forme nous invitait à quelque chose de plus ludique, peut-être d'un peu plus léger, mais en même temps, c'est un beau piège parce qu'il rentrait dans une exposition d'art contemporain. Donc, particulièrement cette œuvre-là, qui a été très populaire, c'est le Carrousel du collectif BGL. Ça a été très, très, très apprécié. On appelle ça une œuvre aimant. Dès que le carrousel se mettait à tourner, les gens venaient, les gens étaient curieux, ils regardaient, puis ils entendaient les cris des gens. Donc, c'est un carrousel qui était fait avec des clôtures de sécurité, des barrières de foule et des chaînes qui relient à des paniers d'épicerie, donc des shopping carts, comme vous diriez. Donc, oui, c'est ludique, on joue, on s'amuse, mais en même temps, il y a quelque chose aussi, bon, petits et grands, comme vous voyez sur la photo, il y a quelque chose quand même où l'art est encore présent, c'est la réflexion. Le passager devient carrément la marchandise. Et on pourrait dire aussi que c'est un peu une métaphore un peu de notre société aussi qui semble tourner aussi un peu… pas dans le vide, mais faire du surplace aussi beaucoup dans l'avancement, disons, de la surconsommation, etc. Donc, c'est un cycle qui n'en finit plus de tourner dans la consommation. Donc, vous voyez encore une fois cette espèce de double approche très ludique, mais en même temps qu'il y a un fondement, il y a une réflexion là-dedans. Donc, en conclusion, moi, oui, mettre la ville en jeu, mais il faut continuer à ce que les œuvres fassent réfléchir aussi, même si des fois c'est créé, on ne sait plus, hein, est-ce que c'est un artiste, un film de design, c'est un mobilier urbain, tout ça vient à se mêler un peu, mais je pense que le propre de l'art là-dedans, ce sur lequel on va miser nous autres, c'est de garder ce fondement-là aussi artistique et cette réflexion plus critique aussi dans notre société. Particulièrement avec les enfants, c'est intéressant de leur apprendre aussi que si on fait un jeu pour enfants artistique, bien, qu'il y a aussi un double sens, un sens peut-être plus critique. Donc, il y ait accès à ça aussi pour qu'ils puissent savoir qu'une œuvre d'art peut être ludique, mais elle peut être aussi plus profonde. Voilà. Merci Vincent. Oui, je pense que la présentation complète très bien les projets que j'ai pu montrer, qui ont comme enjeu la relation, c'est ce que je voulais démontrer, hein, activer la ville relationnelle et pas nécessairement d'engager une réflexion critique, comme tu l'as bien pointé avec les exemples que tu as montrés. J'ajoute d'ailleurs cette voiture friterie de Benedetto Bufalino qui, là encore, déconstruit voilà, un objet central dans nos villes, autour desquels nos villes sont largement organisées pour en proposer d'autres usages, puisque cette Ferrari est une véritable friterie qui fonctionne et où l'on peut faire cuire des frites. Voilà. Alors, on va continuer la présentation et on a parlé du jeu dans la ville. Et Sonia Lavadino va revenir maintenant sur ce que signifie être dans la ville, c'est-à-dire sortir d'une logique de zonage pour infiltrer la ville, intégrer la ville et ne pas s'adresser uniquement aux enfants. Donc Sonia, je viens de présenter quelques projets artistiques de playground décalés. Ces projets sont disséminés dans la ville et ils font advenir une ville qui est ludifiée. Est-ce que tu peux nous parler de cette question du jeu dans la ville et de la ludification de l'espace public ? Pour moi, la question première, c'est comment tu fais en sorte que l'enfant retrouve le jeu sans le chercher, en fait. C'est-à-dire faire en sorte qu'il tombe sur des opportunités qui lui permettent de mettre
en jeu son corps, mettre son corps en mouvement, finalement faire des extensions de ses propres capacités, que ce soit les capacités cognitives ou les capacités d'être en relation avec d'autres enfants, avec d'autres adultes, ou les capacités de voir jusqu'où son corps peut aller. Et toutes ces capacités-là, en fait, il va les externaliser d'une certaine façon, il va leur faire se rencontrer à leurs possibilités, à leurs limites, à leurs explorations d'une façon extrêmement spontanée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... c'est ça qui est frappant dans les exemples nantais ou autres. Quand on parle de bande ludique, c'est que la bande ludique, par de la définition que je lui ai donnée avec Yves Ouinquin, c'est cette idée d'un élément de jeu qui se trouve sur ton chemin et qui n'est pas, contrairement aux places de jeu, quelque chose qui est séparé de la ville, qui est un petit peu, on va dire, dans une réserve d'Indiens qu'il faut atteindre par un mouvement exprès pour s'y rendre à destination, ce qui implique chez les enfants souvent des luttes ou des plaidoyers constants avec leurs parents pour dire « Papa, maman, je voudrais aller jouer, est-ce que je peux aller jouer? Est-ce que tu viens avec moi jouer ?» auxquels les parents répondent le plus souvent par la négative parce qu'ils leur disent « Non, je n'ai pas le temps, non, ce n'est pas le moment, non. » Et donc là, on n'est pas dans ce registre-là, on est dans un registre où la bande ludique, elle se trouve chemin faisant. Elle est tout à fait sur les parcours qui nous mènent à nos autres destinations. Elle est sur le parcours du supermarché, elle est sur le parcours de l'école, elle est sur le parcours de la piscine, du cours des pianos, elle est sur tous les parcours que font les enfants. Et ça, c'est un aspect qui est clé. Et non seulement elle est sur les parcours que font les enfants, mais elle est aussi sur les parcours que font leurs parents. C'est-à-dire, par exemple, le parcours du shopping en centre-ville, ou le parcours pour aller le soir au cinéma ou à l'opéra. On n'est pas dans une attitude qui consiste à séparer les espaces de l'enfance des espaces de la ville. On est dans une attitude qui consiste à accueillir l'enfant dans tous les espaces, au cœur même de la ville, au cœur même des trajets quotidiens qu'on fait tous pour tout plein d'autres raisons qui ne sont pas forcément des raisons qui ont un rapport direct avec l'enfance. Donc finalement, c'est comment rendre l'enfance omniprésente dans la ville. Ça, pour moi, c'est vraiment le principe même de la ludification. Alors voilà, Sonia Lavadino vient de développer cette vision du jeu dans la ville. On voit bien d'ailleurs que les différentes approches que l'on a présentées avec Vincent et moi-même sont différentes. Encore une fois, je pense assez complémentaires. Elles s'intègrent dans ce qu'on appelle depuis quelques années l'urbanisme culturel, un champ où, selon les cas, la question artistique, la dimension artistique, voire critique, sera prédominante, ou dans d'autres, ce sont plutôt des enjeux urbanistiques qui vont être pris en charge par les créations artistiques ou par les projets culturels qu'on va pouvoir mobiliser. La troisième partie, je pense que je vais la réduire parce que je vois qu'il est déjà 18h53 ici à Paris et 12h53 chez vous au Québec. On a démarré en retard, on a eu des problèmes techniques. Et donc, je vais couper dans cette troisième partie, je m'en excuse auprès d'elle, mais l'intervention que Sonia devait faire sur 3 exemples, Dijon, Orzières et puis Genève, de projets où les enfants, le point de vue des enfants a été pris en compte dans la fabrication de la ville. Je vais directement, pour qu'on ait un peu de temps pour discuter, vous parler de ce que nous avons fait à Nanterre et qui ouvre la voie à cette coopération que l'on va mettre en place avec des étudiants en art de l'Université Laval de Québec. Alexandre David également, enseignant, professeur à l'Université Laval de Québec et artiste, et Exmuro et Passage Insolite. Et donc, je voudrais avoir 5 minutes pour vous raconter ce que nous faisons à Nanterre depuis 1 an et ce que nous allons faire dans les prochains mois et qui tente de déployer la ville relationnelle. D'abord, pour situer la ville de Nanterre, si nos amis québécois ne connaissent pas, c'est donc très proche de Paris, Nanterre, hein, c'est à l'ouest de Paris, vous avez vu ma petite flèche, dans la boucle de la Seine. C'est une ville qui a fortement grandi ces dernières décennies, qui se trouve constituée de plusieurs quartiers, dont certains sont assez enclavés. C'est le cas du quartier où nous sommes installés avec les étudiants du Master Projet culturel dans l'espace public. On est entre une autoroute urbaine, la 86, la ligne de RER et le campus universitaire de Nanterre. C'est l'image que vous avez ici à l'écran. Vous voyez en haut à gauche la Grande Arche de la Défense, c'est le quartier de la Défense, un quartier
d'affaires, un quartier typique du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, avec des tours, des grandes dalles, beaucoup de béton et une conception de la ville qui n'est plus du tout celle que nous avons aujourd'hui dans la plupart de nos villes et de nos métropoles. Et autour de ce quartier de la Défense, il y a donc le campus universitaire de Nanterre, à gauche de l'image, et 3 grandes barres roses. C'est là où nous sommes installés, précisément dans la barre du milieu. C'est un quartier d'habitat social construit dans les années 50. Ce quartier va faire l'objet d'une opération de rénovation urbaine. Il va être en partie remis aux normes sur le plan thermique. Une partie de la barre que vous voyez au bout de la flèche rose va être démolie, et puis un autre bâtiment beaucoup plus petit va être construit. Il va y avoir un tramway et de nouveaux aménagements dans les espaces communs entre ces barres. Et c'est là-dessus que nous sommes au travail. C'est sur une observation de ce quartier et aussi des idées pour le transformer demain. Quand je dis nous, ce sont en fait les étudiants du master projet culturel dans l'espace public. À droite, c'est l'équipe de l'année dernière en arc-en-ciel, et à gauche, c'est l'équipe de cette année, 19 étudiants et étudiantes venus de formation en urbanisme, en architecture, en sciences politiques, en art, en projet culturel, en sciences politiques, je l'ai dit oui à l'instant. Donc ces étudiants, quotidiennement, travaillent dans le quartier. Nous sommes généralement là où vous voyez sur l'image, dans une ancienne épicerie transformée par un collectif qui s'appelle Yes We Camp, avec lequel on travaille, qui a aménagé avec du bois, etc., une bibliothèque, un coin cuisine, un coin conférence, etc., et puis des espaces de travail. Donc nous donnons cours là-bas, nous sommes au travail, en équipe, en atelier, et en lien direct avec les habitants du quartier, avec les enfants, avec les parents. Nous vivons 4 jours par semaine dans ce quartier, et le dernier jour, nous sommes à la Sorbonne. Et cette présence permanente, elle nous permet de mieux comprendre, de mieux ressentir le quartier, de mieux en comprendre les logiques spatiales, les logiques de flux, les logiques de pouvoir, de saisir les ambiances, les ressources également, les usages latents. Voilà, c'est vraiment une immersion qui nous permet de mieux saisir ce quartier un peu enclavé de la ville de Nanterre. L'année dernière, nous avons, pendant 3 mois, réalisé une enquête sensible, participative et continue, qui était fondée, comme vous le voyez dans le texte à gauche, sur l'histoire du quartier d'abord, sur les paroles des habitants. Nous avons pour faire parler les habitants. Nous avons réalisé une enquête subjective, une cartographie subjective, pardon, ou plutôt les enfants du quartier nous ont dit à quoi ressemblait leur quartier, les lieux qu'ils aiment, ceux qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aimeraient voir surgir dans le quartier. Cette pratique de la cartographie subjective, de la cartographie sensible, est absolument passionnante pour comprendre finalement la manière dont les uns et les autres vivent le quartier. Et le point de vue des enfants, c'est un point de vue qu'on entend très rarement quand on fait les villes, quand on construit, quand on aménage les villes. Donc, très vite, ça nous a intéressés, vous allez voir pourquoi. Une partie de l'enquête sensible, c'était sur la palette chromatique du quartier, quelles sont les couleurs du quartier, qui s'appelle la Cité Rose. Ensuite, une étude du paysage sonore, une étude des arbres, des vivants non humains, une étude réalisée à partir des objets trouvés dans la rue, d'archéologie du présent, et enfin une psychanalyse urbaine. La psychanalyse urbaine, c'est une enquête sur l'inconscient de la ville. On considère la ville comme une personne et on cherche à comprendre finalement ses névroses, ses difficultés, en enquêtant, en discutant avec les gens, mais aussi en étudiant la carte, en enquêtant sur l'histoire du quartier. Donc, c'est un travail que l'on a fait avec notre partenaire, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, une équipe d'artistes et d'architectes, d'urbanistes qui, encore une fois, portent un regard un peu décalé et en même temps très sérieux sur les villes via des outils de psychanalyse urbaine inventés pour l'occasion, puisque c'est une science poétique. Cette enquête sensible, donc en particulier avec la carte sensible que vous voyez à l'écran, nous a permis d'identifier des sujets sensibles, des sujets auxquels les gens sont sensibles, des sujets qui font sens, et à partir desquels nous avons engagé la deuxième partie de notre acte de travail. Donc là, vous voyez quelques-uns des sujets, hein. Beaucoup de voitures, pas de commerce, des jeux à une époque, mais il n'y a plus de table de ping-pong aujourd'hui, il n'y a plus d'escalade, il n'y a plus de toboggan, hein, c'est ce que les enfants nous ont dit. Et donc, cette enquête sensible a été le point de départ ensuite d'une réflexion sur des projets possiblement pertinents pour le quartier. Donc, les étudiants, regroupés en 3 équipes, ont imaginé une réponse à un cahier des charges avec un budget de production de 20 000 €, des projets artistiques et ou culturels, hein, je reviens sur cette distinction pour faire écho aussi à ce que disait Vincent tout à l'heure, des projets artistiques et ou culturels à déployer dans le quartier pour permettre une implication des habitants
et des habitantes dans les projets urbains à venir. L'idée, c'est de faire en sorte que les habitants et habitantes soient partie prenante des projets urbains, des transformations urbaines qui vont arriver, et non pas spectateurs. C'était ça l'objectif du cahier des charges, des projets qui permettent cette implication, cette mobilisation des habitants dans le devenir de leur quartier. 3 projets ont été imaginés. Le marché sensationnel, un marché avec à boire et à manger, bien sûr, comme sur tous les marchés, mais aussi avec des histoires, avec des objets artistiques, du spectacle, un marché un peu exceptionnel qui mettait la sensation et donc la relation aux autres au cœur du quartier, à la place des voitures qui neutralisent et stérilisent l'espace public. Deuxième projet, les jeux atypiques, c'était l'idée d'inventer des jeux décalés avec les habitants, avec les jeunes, au moment où les Jeux Olympiques se préparent à Paris. Le motif du jeu, la forme du jeu, l'alibi du jeu, pour créer de la mobilisation, de l'implication, de la relation, pour favoriser, encore une fois, le fait que les habitants soient partie prenante des questions posées au quartier par l'aménagement urbain. Et enfin, le troisième projet, c'est la Manif des enfants. C'est le projet lauréat qui a convaincu le jury, dans lequel il y avait des habitants, des représentants de la ville et du master et de nos partenaires. Alors là, je vais vous raconter en 2 minutes, 3 minutes, pourquoi ce projet. Le groupe d'étudiantes qui a imaginé ce projet, Lucille Chopard, Aude Fanger, Alix Frossard, Pauline Lerich et Agathe Rio, sont partis d'un constat très simple que vous avez vu tout à l'heure, c'est que dans ce quartier où il y a à peu près 1500 personnes qui vivent, 400 enfants, parmi les 1500 personnes, 400 enfants, et ces enfants, du jour au lendemain, on les a privés de jeux. Les jeux ont été démontés par le bailleur parce qu'ils n'étaient plus aux normes. On peut comprendre le point de vue du bailleur qui a dit aux enfants, on remettra des jeux quand on fera les travaux dans plusieurs années. En attendant, il n'y a pas de jeux. Et donc, les étudiantes ont considéré que c'était assez typique finalement de ce qu'on voit un peu partout en France et bien sûr bien au-delà de la France. Le point de vue des enfants n'est pas assez pris en compte. On ne fait pas la ville avec eux, on ne les consulte pas, leur point de vue n'est pas pris en compte. Et donc, elles ont imaginé une manif des enfants. Avec les enfants, organiser une manifestation festive, quelque chose de manifestif, au cours de laquelle les enfants allaient pouvoir dire quelle est leur vision du quartier, porter des revendications et des propositions. Donc, il y a eu 20 ateliers qui ont été faits au printemps dernier, avec des graphistes, avec des musiciens, avec des chorégraphes, des ateliers d'écriture aussi. Et il y a eu une manifestation artistique, culturelle dans la ville qui a rencontré un certain succès et qui a placé les enfants au cœur du jeu finalement. Donner une place aux enfants, fédérer, valoriser la marche, être fier de son quartier, etc. Plusieurs idées ont été avancées. Tout ça est conforme à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, que vous connaissez peut-être, et dont l'article 31 dit que les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, le droit de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge, et aussi de participer librement à la vie culturelle et artistique, et encourage l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles dans des conditions d'égalité. Cette Convention des droits de l'enfant, elle est majeure, elle est centrale, et on voit bien comment dans ce quartier, leurs droits ont été bafoués d'une certaine façon une fois que les jeux ont été enlevés. D'où l'idée donc de les mettre au cœur et d'inventer cette manifestation en partant aussi des analyses de chercheurs. On va citer quelques livres dans un instant pour finir, notamment Thierry Pacaud, philosophe de l'urbain, qui est un des enseignants du master, qui nous dit depuis des années dans ses livres et ses articles et ses conférences que les enfants sont des chercheurs d'or. Ils ne cessent de chercher à l'extérieur de leur lit, de leur chambre, de la maison. Ils sont en quête d'aventure et d'expérience. Et donc, voilà, avec ces enfants, inventer un nouveau quartier. Là, nous sommes quelques mois après la manif des enfants, 3 mois, et nous avons commencé avec la nouvelle promotion à réfléchir à la suite. Parce que la manif, c'était juste un temps pour fédérer le quartier, pour créer une communauté, pour créer un mouvement. Et on va commencer dans quelques semaines à imaginer un café des enfants qui sera aussi ouvert aux adultes et aux plus âgés, un café des possibles, c'est sans doute comme ça qu'il va s'appeler, dans le quartier, c'est-à-dire un espace à la fois pour accueillir un espèce de tiers-lieu culturel, d'espace hospitalier, de rencontres, de croisements, de sociabilité, un espace où les enfants seraient libres, seraient bien, et aussi disposeraient de jeux, d'outils, de livres, enfin, etc. Mais aussi un espace avec des pop-up, c'est-à-dire des objets qu'on pourra sortir dans les espaces communs de la résidence pour activer des points d'échange, de rencontres, de jeux, des points d'observation, des points et des surfaces et des points d'accroche, des points d'appui pour simplement voilà, le plaisir d'être là, pour outiller un peu l'espace public et favoriser des pratiques qui ne sont pas forcément déterminées à l'avance, bien sûr. Donc, un café des possibles, des objets pop-up pour de possibles usages,
imaginer avec les enfants. Voilà ce sur quoi nous allons travailler avec l'objectif de convaincre les aménageurs, de convaincre les maîtrises d'œuvre qui vont ensuite faire l'aménagement pérenne du quartier, de reprendre certaines des idées pour que le quartier qui sera inventé demain soit conforme aux enjeux de la ville relationnelle que nous avons présenté en début de rencontre, mais aussi permettre véritablement de mettre en œuvre le droit à la ville. Vous connaissez certainement cette notion du droit à la ville qui a été forgée par Henri Lefebvre dans les années 60, qui est une idée fondamentale, faire la ville avec les habitants et pour les habitants. Et enfin, peut-être aussi pour une ville un peu plus bouleversante, ça c'est les situationnistes, les lettristes qui nous parlaient de la ville bouleversante. Voilà un petit peu ce que nous allons faire cette année, et nous allons le faire avec vous au Québec, avec des étudiants de l'école d'art de l'Université Laval de Québec, avec Exmuro, avec également un volet du projet qui aura lieu à Québec. Pour finir, je voudrais évoquer le livre fondamental de Colin Ward, L'enfant dans la ville, un ouvrage préfacé par Thierry Pacaud, mais aussi ces autres livres que vous voyez apparaître à l'écran, La ville récréative, qui est un ouvrage collectif également réalisé par Thierry Pacaud. Il y a également de nombreux articles, évidemment, c'est un sujet central, le jeu dans la ville, mettre la ville en jeu avec des artistes ou des designers ou des aménageurs. Et donc la revue Métropolitique a consacré aussi un très intéressant dossier à ce sujet. Et enfin, un film qui date des années 50, Le Ballon Rouge, qui est aussi une façon de voir dans l'histoire le jeu dans la ville. Voilà pour cette présentation, cette introduction en fait à de futurs échanges que l'on va déjà peut-être pouvoir aborder maintenant si on en a encore un peu de temps, et puis surtout dans les prochains mois avec vous. Merci beaucoup, Pascal Lebrun-Cordier. Merci à Vincent Roy également pour cette présentation. Est-ce qu'il y aurait des membres ou des participants à la rencontre aujourd'hui qui auraient des questions pour nous? On vous invite soit à allumer votre micro ou à les écrire dans la conversation de la conférence. Moi, j'aurais un commentaire, là. Pas un commentaire, mais je voudrais juste dire, est-ce que ça va? Vous m'entendez? Oui? Oui. OK, oui, bonjour, je m'appelle Alexandre David, je suis professeur à l'Université Laval. Et c'est moi qui vais coordonner du côté de l'Université Laval, disons, le projet de collaboration avec Pascal du côté de Nanterre et avec aussi Exmuro du côté de Québec. Donc, je voudrais juste dire à ceux et celles qui se sont joints à la conversation et ou qui ont regardé les présentations que dans le fond, ça va ultérieurement, on va vous donner des informations, on va vous recontacter si vous êtes étudiant ou étudiante à la maîtrise à l'Université Laval pour vous donner plus d'informations sur la suite puis sur ce qui est possible. Les choses sont encore en train de se placer et très bientôt, on va vous recontacter. Je pense qu'il y en a qui auraient voulu qu'on discute peut-être de ça dès aujourd'hui, qui s'attendaient peut-être à ça, mais c'est un peu difficile avec, avec les présentations, là, tout ça. On n'a pas beaucoup de temps, donc ça va venir dans un deuxième temps. Merci. Oui, on mettra en place d'autres temps d'échange. Ouais. C'est vraiment une première étape pour donner envie aussi aux uns et aux autres de réfléchir, de s'impliquer demain dans les prochains rendez-vous qu'on pourra proposer. C'est le mot de la fin, Michel? Oui, en fait, on a une question qui avait été posée et c'est si ce serait possible de rendre disponible l'extrait de Sonia Lavadino qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui. Bien sûr. Oui, parfait. Nous, on va s'assurer chez Exmuro de rendre cet extrait disponible sur nos réseaux et voilà, dans l'événement sur Facebook. Puis, on peut, pour les participants, en fait, on a vos adresses courriel. On peut aussi vous faire parvenir le lien par courriel, donc avec l'enregistrement à la conférence, les documents complémentaires et les accès aux vidéos. Sur ce, si on n'a pas d'autres questions aujourd'hui, je pense qu'on peut conclure, on peut dire au revoir. Merci encore à Pascal Lebrun-Cordier, à Sonia Lavadino et à Vincent Roy pour cette présentation sur Mettre la ville en jeu. Merci.